Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Je suis ravi de vous retrouver pour ce colloque sur les politiques de prévention, 8e édition du genre. Vous êtes en effet près de 1000 participants inscrits et ça nous fait bien sûr très plaisir. Le thème retenu cette année, quelque chose qui vous parle forcément, ce sont les modes de vie. C'est quoi? C'est la nutrition, l'activité physique, la gestion du stress, le sommeil, donc des éléments qui sont notre quotidien. Et puis incontestablement, la Covid, cette crise sanitaire, nous a bien rappelé à l'ordre. En effet, tous ces modes de vie assurent la meilleure santé possible pour affronter éventuellement ce virus. Alors, la Covid nous a également modifié un peu les choses, puisqu'habituellement, nous nous retrouvons à l'Assemblée nationale. Nous avons bien sûr converti les choses en mode numérique, ce qui nous permet de toute façon de garder le dialogue avec vous, car je vous le rappelle, vous avez la possibilité tout au long de ce colloque de nous poser des questions que nous transmettrons bien sûr à vos invités. Alors, numérique, c'est vrai, mais la plupart des invités nous ont fait le plaisir de venir sur ce plateau en direct pour vous, et nous allons donc pouvoir établir ce dialogue. Pour couper court à toute interrogation, bien évidemment, les consignes de sécurité sanitaire sont respectées. La distanciation, alors attention à l'angle de caméra, parfois ça écrase un petit peu, mais la distanciation est parfaitement respectée et toutes les mesures classiques. D'ailleurs, certains intervenants vont garder le masque. C'est tout à fait, bien sûr, leur droit et peut-être pour certains, le devoir. Tout de suite, pour vous accueillir, les deux institutions qui organisent ce colloque chaque année, l'Institut Pasteur de Lille et la Fondation Pilège. Je laisse tout de suite la parole à Emmanuel Leclerc, délégué général de la Fondation Pilège, pour les mots d'accueil. Écoutez, bonjour à tous. Bonjour docteur Le Serre, bonjour docteur Ducardonnet, bonjour monsieur le député. Donc nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je voudrais tout de suite adresser mes remerciements à vous tous qui êtes derrière votre écran. C'est la 3e fois consécutive que nous organisons ce 8e colloque et nous avons la chance, puisque nous avons 1000 inscrits, de pouvoir le faire en digital, ce qui permet bien évidemment de rassembler beaucoup plus de personnes autour de ce sujet très important qui est la médecine des modes de vie. La médecine des modes de vie dont nous allons débattre toute la matinée. Et je remercie tout particulièrement effectivement l'Institut Pasteur de Lille avec qui nous co-organisons ce colloque depuis 8 ans. Je remercie aussi personnellement le docteur Jean-Michel Le Serre qui, depuis 15 ans maintenant, participe à l'aventure de notre fondation, la Fondation Pilège, qui donc fête ses 15 ans cette année. Et nous avons la chance d'avoir notre président depuis 10 ans, qui s'implique beaucoup dans cette cause de la prévention, au titre de l'Institut Pasteur, bien sûr, mais au travers de toutes les actions que nous organisons avec notre fondation, des colloques et des conférences dans les mairies, dans les écoles, dans les entreprises aussi. Vous avez tous entendu ce matin qu'il y a un accord signé et qui inclut la prévention dans les entreprises, au plus près de toutes les actions qui pourront être conduites. Donc la prévention revêt dans nos modes de vie, dans nos habitudes, dans notre vie tout court, un rôle fondamental. Et aujourd'hui, nous sommes également heureux de pouvoir remercier tous les intervenants qui sont venus, également l'Académie nationale de médecine pour son parrainage. Et nous pourrons donc débattre tous ensemble. Je voudrais aussi souligner l'importance des soignants en général autour d'une médecine des modes de vie, parce que quand on dit médecine, on pense spontanément aux médecins. Mais en réalité, on a l'expérience depuis 15 ans et on le constate, les infirmières, les kinésithérapeutes, l'ensemble des soignants, les secrétaires médicales, dont on ne parle pas aussi assez souvent, me semble-t-il, s'impliquent au plus près dans un travail d'équipe pour la santé de tous. Et j'espère que ce colloque sera inspirant pour nous tous et pour la suite des politiques de santé. C'est vraiment le rôle de notre fondation de pouvoir participer à ce débat public. Donc je nous souhaite à tous un excellent colloque ce matin. Merci. Emmanuel Leclerc, merci beaucoup. Donc Jean-Michel Le Serre, vous êtes en effet le président de cette fondation Pilège, mais en l'occurrence, vous êtes aussi le chef de service de nutrition et activité physique à l'Institut Pasteur de Lille et également, vous êtes dirigé, et ce centre est assez récent et ça montre bien la tonalité, Centre Prévention Santé Longévité. Jean-Michel Le Serre, je vous laisse les mots d'accueil. Merci beaucoup Alain, merci Emmanuel pour votre confiance depuis 15 ans. Je suis très heureux de travailler à vos côtés, à côté de la Fondation Pilège depuis cette durée, avec Alain depuis de nombreuses années maintenant, pour organiser ensemble ce colloque qui a quand même aujourd'hui pignon sur rue et qui est un événement reconnu de tous.
À l'Institut Pasteur de Lille, nous avons, en tant que fondation reconnue d'utilité publique, une triple mission. Cette mission est une mission de recherche extrêmement active dans tous les domaines des maladies chroniques, mais également des maladies infectieuses, notamment autour du Covid-19, et on en reparlera. Mais nous avons également des missions de formation pour transmettre le savoir, et donc transmettre le savoir, et enfin faire savoir avec nos actions de prévention. Et nous sommes très investis dans la prévention, et c'est tout à fait signifiant pour nous d'être présents aujourd'hui et encore dans ces colloques que nous organisons sur la prévention et sur la santé en général. Nous disposons d'un centre prévention santé longévité qui existe depuis un certain temps, mais qui se développe avec notamment un parcours longévité, parce que aujourd'hui, le mot d'ordre des chercheurs et des collaborateurs à l'Institut Pasteur de Lille, c'est vivre mieux plus longtemps. Et donc, on voit très bien à quel point c'est important de soigner nos modes de vie. Alors, en effet, on est un petit peu interrogé par ce titre, vers une médecine de mode de vie. Finalement, les médecins, moi en tant que médecin, je ne suis pas tellement habitué à prendre en charge les modes de vie. Cela voudrait-il dire que nos modes de vie sont malades? Et en fait, c'est la question qu'on peut se poser. Il faut que nous, médecins et chercheurs et aussi acteurs de santé publique, eh bien, on prenne la mesure de l'importance, non pas peut-être d'être soignant au même titre, mais de prendre en considération les modes de vie dans une optique de prévention. Alain Ducardonnet a parfaitement résumé les différentes facettes de cette prévention des modes de vie, de cette action autour des modes de vie. Nous en sommes convaincus. On aura toute la journée des intervenants sur le thème de l'activité physique, de la nutrition, du stress et d'autres encore. Chacun sait aujourd'hui à quel point nous devons réviser nos modes de vie pour une santé plus durable, et puis aussi pour préserver la qualité de notre planète. Alerter, apprendre, agir, ce sont les trois mots d'ordre que nous pouvons avoir les uns les autres. Alerter pour informer, apprendre parce qu'il faut toujours apprendre. Il est en effet important de se remettre en question et de prendre connaissance des dernières données scientifiques et des anciennes aussi, qui ne sont pas toujours périmées. Et enfin, agir. Et on est très heureux aussi pour cela d'avoir avec nous le soutien d'un certain nombre d'acteurs du monde politique qui sont présents à nos côtés. Voilà, en tout cas, on est très heureux de vous avoir pour cette journée, 8e colloque, reporté 3 fois. Mais enfin, nous y sommes. Merci. Voilà, Jean-Michel Le Serre, merci beaucoup. Alors, on vous l'a dit, nous devions d'habitude faire ce colloque, vous allez tout savoir, à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, quand on l'a fait, on voulait le faire début mars. Vous voyez, ce n'était pas une bonne période, a posteriori. Mais l'amphithéâtre de l'Assemblée nationale est en travaux. Et donc, nous avions pris langue alors, à cette époque avec l'Académie nationale de médecine. Et je dois dire que cet accueil a été absolument chaleureux. Et je vais remercier son président que nous allons entendre dans quelques instants. Son accueil a été absolument chaleureux, et même dans l'organisation. Et on nous avait même dit, bah, vous pourrez être dans le grand amphithéâtre, dans cette salle merveilleuse de l'Académie nationale de médecine. Donc, eh ben, vous ne l'aurez pas cette année, mais peut-être l'an prochain, nous y serons, je l'espère, physiquement. Mais je tenais à remercier tout à fait officiellement l'Académie nationale de médecine et l'ensemble de son conseil d'administration. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de passer la parole au professeur Jean-François Mattei, que vous connaissez bien évidemment. Le professeur Jean-François Mattei, qui est ancien ministre de la Santé et qui est président de l'Académie nationale de médecine. Nous avons le plaisir de l'avoir en visio, car il est dans le sud de la France. Donc, vous voyez, en ce moment, c'est pas facile de voyager. Mais en tous les cas, Jean-François Mattei a la gentillesse d'être avec nous ce matin. Monsieur le professeur Jean-François Mattei, je vous laisse bien volontiers la parole. Merci de m'avoir associé à cette manifestation. C'est un plaisir pour moi. Et je voudrais dire en quelques mots que c'est dans l'immédiate après-guerre que l'OMS, dans le préambule de sa constitution en 1946, a donné une nouvelle définition de la santé. Je la cite: un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Alors il faut bien comprendre que cette définition modifie l'idée que les citoyens avaient de leur santé. Elle donne un nouvel état d'esprit. Autrement dit, la santé n'est plus seulement se soigner, c'est aussi prendre soin de soi. Et si l'on accepte cette utopie, il faut convenir que cette nouvelle définition correspond à la définition du bonheur.
Cela entraîne évidemment peu à peu une médicalisation de la vie et donc une évolution des modes de vie, au point que l'hygiène, qui nous avait pourtant tant apporté pendant 2 siècles, n'a plus suffi et qu'elle a cédé la place peu à peu à la santé publique et que celle-ci, au fil des années, nous indique comment mieux vivre, quelles précautions prendre dans les domaines que vous avez cités, la nutrition, l'activité physique, la sexualité, la consommation de substances nocives. Tout cela est très bien, mais tout cela rencontre un certain nombre de limites dans l'acceptation de ces prescriptions. Tu ne fumeras pas, tu ne consommeras pas trop d'alcool, tu protégeras ta sexualité, etc., etc., ont pu être vécues comme une nouvelle version laïque des 10 commandements. Et au début des années 50, le philosophe Michel Foucault, en pleine pandémie du sida, a parlé pour la première fois de biopouvoir et même de biopolitique. Et il prétend, et c'est son message, que la modernité n'est pas d'aller vers davantage de liberté, mais d'aller au contraire vers davantage de puissance de l'État pour contrôler la santé biologique des citoyens grâce aux nouvelles technologies de la médecine et des sciences. Il y a donc une tentation de rébellion et on entend les expressions, les mesures sont liberticides, elles sont infantilisantes, les mêmes que l'on entend d'ailleurs à propos de la Covid-19 quand on indique un certain nombre de mesures comme le confinement, le port du masque, etc. Il faut bien souligner que nous sommes dans une société dite postmoderne, fondée sur la liberté qui résulte de l'individualisme et de la vie dans l'instant présent. Comme par ailleurs, deuxième élément qu'il faut dominer, la France doit malheureusement toujours faire des choix budgétaires. Je peux vous assurer, après mes 2 vies médicales et politiques, que nous avons un très bon système de soins, mais qu'il n'en va pas de même de notre système de santé en général. Vous savez, la prévention qui nous occupe aujourd'hui fait toujours recette au plan des intentions, mais elle fait retraite dès qu'il s'agit de ses financements. Il vaut mieux financer le présent qu'un hypothétique avenir. Souvenez-vous des critiques nombreuses vis-à-vis de Roselyne Bachelot en 2009, lorsqu'elle avait prévu les stocks de masques et les stocks de vaccins. Comment, vous voyez, on n'en a pas eu besoin, vous n'auriez pas dû, c'est de l'immobilisation. Eh bien, je pourrais multiplier les exemples. J'étais jeune pédiatre quand a commencé le dépistage néonatal de la phénylcétonurie, cette maladie métabolique qui entraîne un retard mental sévère au fur et à mesure que la vie s'avance. Eh bien, en dépistant dès la naissance et en donnant un régime diététique sans phénylalanine, on évite le retard mental. Eh bien, nous n'avions pas trouvé auprès de l'assurance maladie l'accueil nécessaire et c'est la Société des eaux d'Évian qui, dans une action de mécénat, a financé pendant des années et quand les résultats se sont imposés, alors l'assurance maladie a bien voulu s'en saisir. Je pourrais également vous parler de la précarité, pour ne pas dire la pauvreté de notre médecine scolaire. Et enfin, je vais terminer en vous donnant 2 chiffres qui sont vraiment édifiants. La prévention institutionnelle représente 4,8 milliards d'euros de dépenses sur 265 milliards d'euros, soit 1,8% des dépenses courantes. Ce qui veut dire que, comme l'État n'en finance que la moitié, que la prévention aujourd'hui n'a pas la place qu'elle devrait avoir, d'autant que, loin de faire des efforts, cette proportion a eu plutôt tendance à baisser au cours des dernières années. Donc, moi, je pense qu'au moment où le concept de santé globale se développe, il faut véritablement œuvrer, comme vous le faites à l'occasion de ce colloque, pour indiquer que la prévention, ce n'est pas tant des contraintes que la recherche du bonheur. Jean-François Mattei, merci beaucoup. La recherche du bonheur, c'est en effet une quête qui nous concerne tous. Je crois que vous avez dit les mots importants, en effet, c'est que tout le monde est d'accord sur le concept.
La prévention peut d'ailleurs être considérée comme un mot valise, on peut mettre beaucoup de choses dedans, mais que ce concept a du mal à passer dans les actes. Alors il faut reconnaître que le monde politique n'est pas toujours préoccupé parce qu'ils ont beaucoup de préoccupations. Mais je voudrais quand même souligner qu'un certain nombre de parlementaires nous accompagnent depuis toutes ces sessions des colloques de prévention. Je citerai Olivier Véran, Olivia Grégoire qui nous ont fait le plaisir, entre autres, de participer à ces colloques. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, j'allais dire le docteur Cyril Isaac-Siby, puisque vous êtes médecin ORL, mais vous êtes surtout député du Rhône, de la 12e circonscription. Et puis, vous êtes le coprésident du groupe d'études prévention et en santé. Donc, ça montre bien quand même qu'au niveau de l'Assemblée, eh bien, vous avez réussi à fédérer un certain nombre de personnes et de réfléchir à toutes ces questions qui se posent. Comment est-ce qu'on peut traduire, à la fois, c'est vrai, sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan politique, voire sur le plan économique. Comment est-ce qu'on peut traduire tout cela dans des faits? Cyril Isaac-Siby, merci encore une fois d'être avec nous. Je vous laisse bien volontiers la parole. Merci beaucoup. Vous m'avez présenté, donc je ne le referai pas. Merci pour l'invitation. C'est fondamental qu'on puisse se retrouver comme ça pour parler de prévention. D'abord, comme vous l'avez dit, effectivement, il faut s'entendre sur les thèmes, sur les termes. Et comme l'a dit effectivement Jean-François Mattei, la santé, c'est global. D'un côté, il y a le soin qui fonctionne plutôt bien, et de l'autre côté, il y a la prévention. Mais après, derrière le thème prévention, il y a beaucoup de définitions et chacun voit derrière le terme prévention beaucoup de choses. Moi, je préfère parler effectivement de prévention individuelle, avec une approche individuelle. C'est tout ce qui est effectivement dépistage, comme parle effectivement Jean-François Mattei. Et puis après, il y a l'approche populationnelle. Et c'est ça, pour moi, la véritable santé publique, la véritable politique de santé publique. C'est-à-dire d'avoir une approche, un message global, et c'est exactement le thème par rapport au mode de vie. Moi, j'ai dit effectivement par rapport au comportement, les bons et les mauvais comportements. Moi, je ne donnerai qu'un seul chiffre. Dites-moi où vous êtes né, dites-moi dans quelle famille vous avez grandi, et je vous donnerai votre espérance de vie. Actuellement, entre Français, il y a une différence de 13 ans d'espérance de vie. Et ces 13 années sont dues à quoi? Aux différents comportements, aux différents modes de vie. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir derrière ce terme prévention, à côté de ce terme de prévention individuelle, il faut avoir vraiment une approche populationnelle et faire en sorte que on indique, pour moi effectivement c'est plus pédagogique, on indique les bons comportements en santé pour effectivement vivre vieux et en bonne santé. Alors moi, sitôt élu, la prévention est un petit peu le fil rouge de mon mandat, et j'ai fait un rapport rapidement sur la prévention, une politique de prévention vis-à-vis de la jeunesse. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Toutes les publications internationales disent que plus on agit tôt, plus on agit sur les territoires, plus ça fonctionne. Donc, moi, j'ai eu deux actions principales, une action sur le terrain et une action au niveau national. Au niveau, suite à mon rapport, j'ai lancé une intervention, une expérimentation interventionnelle auprès de 10 000 enfants de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Qu'est-ce que c'est que cette intervention? C'est faire en sorte que ces enfants, dès le primaire, aient une éducation à la santé, qu'on fasse monter ce qu'on appelle la littératie en santé et avoir une approche globale. Souvent, on peut parler d'alimentation, on peut parler d'exercice physique, on peut parler de sommeil. Moi, je pense personnellement, ce qu'il faut, c'est avoir une approche globale et dès le plus jeune âge, entre guillemets, apprendre à l'enfant ce que c'est que l'estime de soi, ce que c'est que le respect de soi, ce qu'est le libre arbitre. Et ça s'induit assez rapidement. On a une très bonne, je trouve, illustration par rapport à tout ce qui est écologie. Les enfants comprennent très bien. Et après, c'est à partir des enfants que ça diffuse aux adultes. Donc, pour moi, j'ai lancé ces expérimentations. On va, entre guillemets, nourrir le parcours éducatif en santé. Chose très importante, c'est une action qui va être validée avec des publications. Et une fois qu'on aura cet outil, on pourra le diffuser globalement en région Rhône-Alpes-Auvergne, puis effectivement à l'ensemble de la France. Donc c'est vraiment l'approche sur le terrain, d'avoir une approche globale. Au niveau national, au niveau de la loi, Jean-François Mattei le rappelait, effectivement, il y a peu de choses, il y a peu de moyens qui sont consacrés à la prévention, à la santé publique.
dès le départ, j'ai voulu effectivement qu'on chiffre mieux, qu'on approche mieux de ce chiffre. Et on a, alors c'est un peu technique, on a obtenu effectivement du ministère des Finances ce qu'on appelle un jaune puis un orange budgétaire qui permet de savoir précisément qu'est-ce qui est consacré à la prévention. Donc ça, c'était une de mes premières actions. Et puis après, c'est globalement, en fonction de toutes les lois, chaque fois, poser des amendements. Et il y en a beaucoup. Et je pense que on améliore petit à petit le système. Pour moi, il y a 3 médecines de prévention et malheureusement, les 3 sont malades. C'est la PMI, c'est la santé scolaire et c'est la santé au travail. Vous l'avez rappelé, effectivement, qu'aujourd'hui, on est arrivé à retrouver un accord entre les partenaires sociaux pour améliorer la santé au travail. Donc ça, c'est déjà un point. Deuxième chose, par rapport à la santé scolaire, Adrien Taquet, par rapport à la PMI, Adrien Taquet, effectivement, a posé une politique, une stratégie par rapport aux 1000 premiers jours. Et ça, c'est très important dans le sens où les modes de vie, les bons comportements, c'est pratiquement dès la grossesse que ça se passe. Maintenant, effectivement, on va avoir une action par rapport justement à la santé scolaire, la santé qui va être une santé publique scolaire. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait au niveau national. Il y a une dernière chose sur laquelle je travaille aussi, qui est pour moi qui est important. Pour avoir une bonne politique de prévention, une bonne politique de santé publique, il faut avoir les bons chiffres. Est-ce qu'on connaît véritablement actuellement l'état de santé de notre population ? À mon avis, il y a un enjeu fondamental qui sont les data, les données de santé. Et actuellement, c'est aussi un autre axe de mon travail par rapport au DMP, au dossier médical partagé, qui va maintenant s'ouvrir dès la naissance, qui va être un petit peu pareil, le fil rouge entre la PMI, la médecine scolaire, la médecine au travail, et qui va permettre de remonter des données de santé pour savoir sur un territoire quelles sont les fragilités. Ce qui se passe au niveau du Nord n'est pas ce qui se passe au niveau de la Bretagne ou au niveau du Sud. Donc, quelque part, on commence par bien connaître les problématiques d'une population en général sur un territoire pour voir effectivement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on envoie comme message au niveau des modes de vie et des bons comportements. Donc, voilà un petit peu l'objectif global qu'on a et au niveau local et au niveau national. Cyril Zaksivy, merci beaucoup. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de travail. C'est incontestablement un secteur qui est en devenir. Le cure en France, ça marche merveilleusement bien. Le soin, ça marche merveilleusement bien. On l'a vu encore une fois par rapport à la Covid. C'est vrai que le care, prendre soin de la collectivité, mais aussi prendre soin de soi de façon individuelle, il y a encore beaucoup de chemin. Et en effet, tout ce que l'on va faire ensemble ce matin, ça va être de partager un certain nombre de pistes, concrètes. Car ce qui nous importe avec vous, c'est de partager des choses concrètes. Quand je dis partager, ça veut dire que vous allez pouvoir et vous devez poser des questions. Vous avez encore une fois ce chat en bas de l'écran où vous pouvez poser des questions et au fur et à mesure, nous les poserons à nos intervenants. Je vais avoir le plaisir de commodérer avec Jean-Michel Lecerf l'ensemble de ce colloque et nous allons tout de suite attaquer le premier débat, la première table ronde, avec quand même cet élément important, parce que c'est vous qui nous importez, c'est comment vous vivez tout cela. En fin de compte, est-ce que vous, les Français, vous avez changé votre comportement en matière de gestion de santé, alors dans ces dernières années, mais surtout du fait de la Covid? Est-ce que cette pandémie a fait évoluer vos modes de vie? On va tout de suite être dans le cœur de l'action et nous aurons un certain nombre de commentaires pour mettre en perspective ces modes de vie avec votre vie quotidienne en Europe, en fonction du sexe, en fonction des inégalités sociales que monsieur le député évoquait tout à l'heure. Ces éléments sont en effet à prendre globalement. Là encore, on parlait tout à l'heure de santé globale, Jean-François Mattei parlait de santé globale. Là, il faut aussi qu'on aborde ces différents éléments dans toutes leurs dimensions. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Vous n'avez même pas le temps de prendre un café. À tout de suite.